Le grand dialogue. Sigeka Foba. Edouani wa Makaran. Le grand dialogue de l'émission de débat du studio Tamani sur votre radio. Chenni Beri. Halud Mauli. Chenni Beri. Sigeka Foba. Le grand dialogue. Vendredi 11 novembre, mesdames, messieurs, bienvenue au Forum de la presse. Au menu, nous vous proposons de parler de la situation sécuritaire dans le pays avec une multiplication et une recrudescence de la violence, mais aussi, pas seulement au Mali, aussi chez nos voisins du Niger. On va parler de mise en place des autorités intérimaires qui risquent d'être quelque peu difficiles, justement. La COP22, c'est au Maroc que ça se déroule. L'environnement et l'économie verte seront au rendez-vous de ce que certains ont appelé la COP de l'Afrique. Nous en parlerons avec nos invités qui sont Boubacar Yalkouye du journal Le Pays, Abdoulaye Guindo de Procès-Verbal, El Hadj Hamidou Touré de malimedia.com. On vous avait annoncé Madiassa Kaba Diab Kité du Républicain qui ne sera malheureusement pas avec nous faute de calendrier. Je suis Ousmane Diadji Touré pour vous présenter cette émission qui est mise en onde par Salim Djouara. Le grand dialogue. Bienvenue. Dimanche dernier, 6 novembre, a été particulièrement violent dans le pays avec 7 attaques du camp de la garde nationale et de la gendarmerie et une banque à Banamba qui est à peu près 180 km de Bamako dans la région de Koulikoro. Une attaque revendiquée par le Front de libération du Massina. 21 prisonniers ont pris la fuite et un surveillant de prison est porté disparu. Nouveau coup dur pour la MINUSMA, cette fois-ci dans la région de Mopti. Un casque bleu togolais et 2 civils maliens ont été tués dans l'attaque d'un convoi de la mission de maintien de la paix près de Douanzan. 7 casques bleus Sept casques bleus togolais ont par ailleurs été blessés, dont 3 grièvement. La région de Tombouctou a également connu son lot d'attaques avec ces hommes armés qui ont attaqué toujours le même dimanche un camp de l'armée malienne. Le mouvement en Sardine a revendiqué dans la soirée cette attaque menée contre la base de Gourmara-Rousse. Dites-moi justement, Boubacar Yalkouye du journal Le Pays, Banamba qui est à peine à 180 km de Bamako. Est-ce que vous comprenez avec cette force, surtout avec l'EITM qui est basé à Koulikoro-Ville? C'est vrai que c'est à quelques 80 km de Banamba, mais c'est quand même la même région. Oui, ce que vous avez dit, c'est vrai. Bon, d'ailleurs, cette attaque, elle nous interpelle toujours par rapport aux mesures sécuritaires idoines qu'il faut quand même mettre en place. Puisque nous venons de voir qu'elle a eu lieu quelques semaines après des attaques qui ont eu lieu à Bamako et également au poste de péage de Sanankoroba. D'ailleurs, par rapport à ça, les autorités vraiment avaient dit qu'elles allaient quand même prendre les mesures nécessaires pour que ces genres d'actes ne se répètent plus. Même si ça se répète, il ne faudrait pas que ça soit à un niveau aussi plus élevé de ce genre. Mais nous avons vu franchement dire que cette attaque, ça sous-entend que jusqu'à présent, il y a un effort à faire et surtout à quelques kilomètres encore de Bamako, en présence d'ailleurs également, puisque comme vous l'avez si bien dit, l'ETM n'est pas loin de là-bas, donc ça veut dire vraiment que c'est un truc qui nous interpelle aujourd'hui, pas seulement l'État malien, mais également les forces étrangères qui sont avec nous ici, et pour dire également qu'il est vraiment temps de voir comment résoudre ces problèmes quand même d'insécurité qui commencent à vraiment inquiéter la population malienne. Merci. Avant de poursuivre avec cette émission, on va écouter une intervention justement du président du conseil de jeunes de Banamba, M. Keïta, qui est intervenu sur nos antennes sur cette attaque il y a quelques jours. Aux environs de minuit 5 minutes, j'ai entendu 3 coups de feu au sud de Banamba vers le camp des gardes, la maison d'arrêt et le logement du préfet. Et j'ai vu des personnes bien habillées, des porteurs d'uniforme, turbanés, avec un véhicule 4x4 dont il y a une arme là-dessus qui fait les rafales là. Automatiquement, je vois aussi des groupes de personnes qui rentrent aussi à pied vers la banque. Ma maison est contiguë à la banque. J'ai appelé le préfet, il dit il ne faut pas parler trop, nous sommes attaqués, ma maison est fermée. La gendarmerie est fermée, le camp de garde est fermé, la maison d'arrêt est fermée. Ils sont rentrés à l'intérieur encore, il y avait une coque fort, ils ont tiré, ils ont pris plus d'une heure, 5 minutes dans la banque pour pouvoir ouvrir la caisse, là ils n'ont pas pu. J'entends encore un très énorme bruit dans la banque. Et automatiquement les bruits des véhicules, des motos, en ce moment qu'ils sont à l'état, c'est fait vers 3h moins 10 minutes. Bon, moi je ne peux pas appeler ces gens-là des bandits armés, tellement qu'ils étaient nombreux, ils étaient armés, ils avaient des armes lourdes, même des lance-roquettes, ça je jure, même des lance-roquettes, je les ai vus de ma propre yeux.
Merci. Donc, Boubacar Yalkouye, Abdoulaye Guindo, pardon, du procès verbal. Dites-moi quand même, ils sont restés quand même de minuit à 3 heures du matin à Banamba, qui est à 2 pas de Koulikoro. Comment est-ce qu'on peut comprendre justement qu'il n'y ait pas une force d'intervention rapide qui soit arrivée d'ici là? Bon, au fait, Boubacar Yalkouye a un peu résumé la situation sécuritaire. Maintenant, par rapport à l'inaction de l'EIT, moi je comprends. Vous vous rappelez de la résolution qui a renforcé le mandat de la MINUSMA lorsqu'il y a eu la sortie médiatique du directeur de la communication du président qui a pensé un moment que le mandat autorisait la MINUSMA à intervenir en cas d'attaque. La chargée de communication. Ça, on est clair. Voilà, la MINUSMA l'a dit clairement, elle n'a pas un mandat pour combattre le terrorisme. Et cette attaque a été revendiquée par le Front de Libération nationale. Qui est une force internationale dans la même logique que la MINUSMA. Ils interviennent quand c'est les populations civiles qui sont attaquées. La sécurisation du territoire relève de la responsabilité de l'armée malienne. Donc moi je comprends pourquoi ils n'ont pas peut-être voulu intervenir. Donc c'est à nous de prendre nos responsabilités à pouvoir sécuriser des bâtiments de l'État, notamment les prisons, les banques et les populations civiles. Donc je comprends et ça ne doit pas surprendre les Maliens. Donc ce que nous devons faire, c'est compter sur nos propres forces de sécurité. Oui, d'accord. Qu'est-ce qui a empêché l'armée? Koulikoro est une des très fortes régions militaires, justement. Pourquoi l'armée n'a pas attaqué? Nous, on ne peut pas peut-être répondre à ça. Ce sont les forces, les responsables de sécurité qui peuvent nous dire pourquoi, pendant tout ce temps, ils n'ont pas pu intervenir. Même là, pas pour Koulikoro. Si on avait la foi, la bonne volonté, même depuis Bamako, on pouvait intervenir. Surtout qu'ils nous ont présenté il n'y a pas 2 semaines, 3 semaines, des hélicoptères qui peuvent rallier Bamako-Koulikoro en 10 minutes. On ne sait pas pourquoi ça n'a pas été fait. On ne saurait répondre à cette question, sincèrement. Merci. El Hadj Hamidou Touré de malimedia.com. Parce que moi, j'ai un tout petit peu l'impression que les attaques se rapprochent de plus en plus. Yalkouye l'a dit tout à l'heure, il y avait l'attaque du péage il n'y a pas longtemps. Il y a maintenant cette attaque à Banamba. Bon, des attaques sont perpétrées de part et d'autre dans le pays. C'est l'insécurité résiduelle que, excusez-moi, chose à laquelle nous sommes en train de faire face. Des attaques sporadiques comme ça, comme celle qui a eu lieu à Banamba. Moi, je pense que c'est un coup préparé, ce n'est pas spontané. Parce que si comme à entendre le président du conseil local. Mais il savait exactement où elle était la maison du préfet. Moi je dis qu'il y a défaillance au système Il savait où elle était la banque. banque. Oui, il y a défaillance au système de l'information et des renseignements au niveau de l'armée, de nos forces armées de sécurité. C'est ce que j'ai plutôt l'impression, premièrement. Deuxièmement, je bien appréhender ce que le jeune a dit par rapport à la réponse que le préfet lui a dit. Je ne sais pas, au moment où lui il informait le préfet que les banques, garnisons et camps de garde étaient déjà attaqués, ou qu'est-ce que le préfet lui a répondu? Non, le préfet était déjà au courant puisque la maison du préfet a été également une des cibles justement de cette attaque. Donc moi c'est ce que je dis, quoi. Je dis c'est un coup qui était préparé. Il y a défaillance au niveau des renseignements et je pense que c'est des choses à corriger, pas seulement sur ce qui vient d'arriver, mais sur toute l'étendue du territoire et même dans la sécurité transfrontalière. Merci Boubacar Yalkouye, président du pays. Dites-moi, est-ce qu'on peut tenir des élections dans ce climat? On parle d'élections le 20 novembre alors qu'il y a des attaques à Banamba, il y a des attaques à Tombouctou, il y a des attaques également à Mopti, un peu partout dans le pays d'ailleurs. Alors est-ce que cela n'est pas de nature justement à jouer sur le calendrier électoral? Oui, bon, c'est quand même une menace, mais moi je ne pense pas si ça aura quand même un impact négatif jusqu'à arriver au report quand même des élections communales. Mais je pense bien que l'État devait quand même mesurer, comment on appelle ça, toutes les conséquences quand même par rapport, comment on appelle ça, de cette insécurité-là, puisqu'elle a commencé, ce n'est pas aujourd'hui. Et l'État devait également s'attendre à ce genre de réaction de la part quand même des groupes armés. D'ailleurs, surtout s'il y a certains, franchement, qui ne sont pas du tout, qui ne veulent pas qu'on sorte quand même dans ce désordre-là. Et à chaque fois qu'on parle d'élection... Certains, vous pensez à qui? Oui, certains, il y a surtout les terroristes, les djihadistes, et même certains également quand même qui sont aussi signataires
de l'accord aujourd'hui. Parce que quand on sort dans le désordre, ça ne les arrange pas. Il faut toujours nous maintenir dans cette situation, raison pour laquelle on a du mal quand même à aller vers la mise en place réelle quand même de l'accord de paix en tant que tel. Et d'ailleurs, même à ce niveau, nous avons vu que l'État était obligé d'aller, puisque s'il y a lieu quand même de respecter tout ce que l'accord de paix demande au préalable, on n'allait pas arriver aux élections. Et c'est ce qui a fait que d'ailleurs, quand on prend d'abord la première condition, qui était d'abord de mettre en place les autorités intérimaires et après venir aux patrouilles mixtes et après chercher quand même à faire venir les réfugiés et penser aux élections. Mais quand on regarde aujourd'hui, on essaie de faire une évaluation aujourd'hui. Si on devait passer par tout ça, les élections risqueront quand même de se tenir, je ne sais pas, peut-être en 2018 ou bien même incertaine en tant que tel. Et ce qui fait qu'aujourd'hui, l'État pense vraiment qu'il est temps qu'on organise ces élections qu'on a reportées à 4 reprises. Et on sait quand même que des éventualités quand même d'insécurité sont par-ci par-là, mais il est obligé d'aller vers ça. Alors, dites-moi, M. Guindo, comment est-ce que justement les populations vont faire voter sous ce climat d'insécurité ? Déjà qu'on voit que la campagne ne draine pas une très grande ferveur jusqu'ici. Effectivement, et par rapport au communal, il faut noter que l'État a sur le dos la pression de la communauté internationale qui l'oblige à faire les élections communales avant 2018. Ça, c'est un premier point. Le deuxième aspect, le ministre... On a tout 2017 pour le faire également. Le ministre de l'Administration territoriale aussi a assuré que les électeurs seront assurés. Leur sécurité seront assurées. Il a pris cet engagement. Il a dit qu'ils vont mettre tout en œuvre. Maintenant, comme mon cousin Touré l'a dit, nos ennemis qui sont en face, ils nous regardent, mais nous, on ne les voit pas. Et quand ils doivent souvent frapper, c'est quand ils finissent de frapper qu'on constate les dégâts. Maintenant, est-ce que d'ici là, le renseignement sera aussi performant pour pouvoir contrer les attaques? Et je sais que le 20, dans certaines localités, il y aura des tentatives de déstabilisation. Et ça veut dire qu'ils vont s'aimer la panique pour que des électeurs ne puissent pas aller voter. Comme Yalko l'a dit, l'État a signé un accord avec des groupes et a mis des groupes de côté. C'est-à-dire ACMI, par exemple, qui a un démembrement. Quelle est la valeur intrinsèque justement? ACMI est un groupe terroriste. Qu'est-ce qu'il y a à négocier avec un groupe terroriste? On a vu la fameuse lettre de Iyad-Agali, la soi-disant fameuse lettre de Iyad-Agali adressée à Mahmoud Dicko, mais l'attaque déjà de Banamba a été attribuée au Front de libération du Massina, qui est une des katibas maintenant de Ansardine. Et l'attaque dans la région de Mopti, où malheureusement un casque bleu togolais et 2 civils ont perdu la vie, a été également revendiqué par Ansardine. Au fait, c'est ce que j'ai dit. Donc, qu'est-ce qu'on peut négocier avec eux? C'est-à-dire, au fait, peut-être que c'est les groupes qui ne sont pas prêts à négocier, mais ils veulent montrer à l'État que c'est nous qui sommes les vrais maîtres du Nord. Ce ne sont pas ceux avec qui vous avez signé les accords et qui vous permettent et qui vous ont promis de lutter contre le terrorisme. Au fait, ACMI met la pression, Ansardine met la pression pour montrer que c'est eux qui maîtrisent le Nord. Et seuls les groupes signataires, au fait, n'ont aucune présence militaire sur le Nord. Voilà pourquoi ce harcèlement sur le gouvernement, c'est vrai, peut-être qu'ils ne sont pas prêts à venir à la table de négociation. Monsieur Touré, vous êtes d'accord avec le fait que les groupes armés signataires n'ont aucune représentation militaire sur le terrain? J'en ai pas vraiment l'impression, moi. Je ne le pense pas. Je ne le pense pas. Je pense que tous les groupes armés signataires ont une représentativité sur le Nord, parce que j'ai quitté les Gao et Tombouctou il n'y a pas très longtemps, et j'ai coïncidé avec l'organisation du forum d'entente entre la plateforme, le CMFR, et j'ai vu quand même que tous leurs éléments armés étaient sur place là-bas. Ils étaient armés, vraiment, ils étaient à Gao, dans la ville de Gao et aux alentours. Maintenant, revenons à l'organisation des élections. Je pense que le ministre de l'administration territoriale a bien rassuré lors de sa sortie à Action gouvernementale. À la question de savoir si, dans ces conditions d'insécurité, s'il était vraiment possible d'organiser ces élections, il a bel et bien répondu que les élections seront tenues là où c'est possible. Et là où ce n'est pas possible, un nouveau calendrier ou bien un autre calendrier sera mis en œuvre pour ces localités. Mais je pense quand même que vous avez touché du doigt le truc. Une élection où peu de personnes, drainant peu de personnes, où beaucoup d'électeurs n'ont pas pu jusque-là enlever leur carte Nina, parce que je suis passé dans un centre où on délivre les cartes Nina, disons. Mais j'ai vu qu'il y a des milliers et des milliers de cartes d'électeurs qui sont encore là, des cartes Nina qui ne sont pas encore, comment dirais-je, récupérées.
Et à cela s'ajoute l'insécurité résiduelle dans certaines parties du pays. Donc, rejoignant le confrère Guindo qui disait que nos adversaires ou bien les adversaires de la paix sont là, ils nous regardent, nous on ne les voit pas et qu'ils sont les maîtres du Nord. Ils sont les maîtres du Mali et ils sont les maîtres du monde aujourd'hui. Qu'on le veuille ou pas, les plus grandes puissances sont touchées par ces malfrats. Ils frappent là où on ne les attend pas. Et ils frappent n'importe où. Donc, ils sont vraiment forts. Mais je pense quand même qu'il y a un moyen de minimiser leur impact, de minimiser leurs méfaits. Si vraiment tout le monde s'implique, je pense qu'il serait quand même possible d'un peu anticiper sur ce qu'ils sont en train de faire. Parce qu'il y a des signes précurseurs. Il faut savoir déceler ces signes précurseurs et agir en conséquence. On va prendre quelques secondes de pause et nous reviendrons continuer cette émission. Vous écoutez Studio Tamani, votre avis nous intéresse. Écrivez vos commentaires et suggestions sur la page Facebook et dialoguez avec nous. Studio Tamani, c'est aussi les réseaux sociaux. Vous suivez le forum de la presse du Studio Tamani avec nos invités. À présent, on va toujours parler de sécurité justement avec un pays voisin, le Niger. Le Niger justement, le territoire nigérien qui est de plus en plus attaqué par les groupes terroristes venus du nord du Mali. C'est ce qu'on suppose. En un mois, le pays a enregistré 3 attaques qui ont fait de nombreux morts parmi les forces nigériennes. Les autorités de Niamey demandent au Mali de prendre des dispositions pour éviter d'exporter son insécurité. Boubacar Yalkoui. Oui, à ce niveau, moi je pense que les autorités, je considère ça entre guillemets comme une maladresse de leur part, puisque quand on parle de l'insécurité dans cette zone, elle ne concerne pas le Mali seulement. C'est une situation vraiment inquiétante qui est là et puis qui doit vraiment interpeller tout le monde, puisque c'est quand même un territoire très vaste, le nord, il n'est pas du tout facile de le sécuriser. Et d'ailleurs, ceux qui sont là-bas aussi, ce ne sont pas des Maliens, les terroristes, tout le monde sait leur provenance. Et, ils viendraient d'où selon vous? Bon, un peu partout. Un peu partout, puisqu'il y a des Maliens qui sont là-dedans, il y a même quand même des ressortissants également du Niger, probablement qui sont membres aussi de ce truc. Donc ce qui fait qu'aujourd'hui, au lieu quand même d'interpeller les autorités maliennes, les autorités de ce pays devraient aller au-delà. Pourquoi ne pas interpeller aujourd'hui les organisations africaines? Pourquoi ne pas aussi interpeller la communauté internationale par rapport à cette situation? Le G5 existe, le Mali est membre du G5, le Niger aussi. Alors, mais pourquoi qu'est-ce qui n'est pas fait justement au niveau de ce G5? Bon, au fait, moi je me dis qu'en réalité, cette situation quand même du Nord, elle est un peu complexe. Elle est un peu complexée, qui fait que ces grandes organisations ont du mal quand même à pouvoir cerner la situation et trouver des mesures appropriées par rapport à ça. Mais il faut quand même aller vers ça, puisque je sais que si ça continue comme ça va créer quand même une certaine psychose au niveau de la population. Et d'ailleurs, cette population qui devrait être aussi un apport capital pour quand même permettre aux forces également de sécurité qui sont là-bas de pouvoir quand même combattre ces terroristes-là, finalement va se retirer et ça va devenir de plus en plus compliqué. Merci. Abdoulaye Guindo de Procès Verbal. Dites-moi, on a vu l'exemple justement de l'opération Bourkane, pas Barkhane, mais Bourkane à Tombouctou qui a réuni les forces armées maliennes, donc les FAMA, qui a réuni également les militaires de la Mauritanie conjointement et la force Barkhane qui les a appuyés à nettoyer la bande frontalière Mali-Mauritanie. Est-ce que cet exemple ne peut pas être transposé justement dans le cas du Niger, avoir une collaboration franche avec ce pays pour pouvoir nettoyer, au moins sécuriser cette bande frontalière quand on sait qu'il y a une fluctuation de bandits armés qui passent de part et d'autre des frontières? Au fait, c'est ça l'idéal, mais je comprends un peu la déclaration du Niger qui ne m'a pas surpris. Sous ATT, ils ont toujours dit que le Mali était le maillon faible dans la lutte contre le terrorisme. ATT a toujours répondu qu'il n'y a même pas eu de chaîne à plus forte raison un maillon faible, parce qu'il a toujours appelé les autres pays à collaborer dans la lutte contre le terrorisme. Ils sont arrivés à contrer leurs frontières. Ils ont pensé que chaque pays doit prendre ses responsabilités en bouchant ses frontières. Mais il se trouve qu'aujourd'hui, le territoire malien est vaste. On n'a pas assez d'éléments pour mailler le territoire. Donc, et puis la frontière
est très vaste, le désert est vaste. Donc pour le Niger... En effet, le Mali partage plus de 7000 km de frontières justement avec les 7 pays qui l'entourent. Donc pour le Niger, c'est le Mali qui doit fermer sa frontière. Et pour les groupes terroristes, le Niger est ferme dans la lutte contre le terrorisme. Donc ils font ces attaques, je crois, au Niger pour un peu marquer le territoire, pour dire au Niger, on a les moyens de vous frapper malgré que vous êtes les plus durs avec nous. Donc moi je pense que la solution, c'est cette coopération entre les pays que Amadou Toumani Touré a toujours préconisé. Aucun pays seul aujourd'hui ne peut combattre le terrorisme. Aujourd'hui, le Mali sort d'un conflit qui a affaibli son armée. Donc les autres pays voisins doivent le savoir, les pays du champ, et venir collaborer dans le cadre d'une patrouille mixte pour pouvoir un peu contrer la menace terroriste. Alors on se souvient lors de la libération, justement lors des opérations de libération du Mali, que les soldats nigériens étaient particulièrement très fiers et très contents de venir aider le peuple malien. Alors aujourd'hui on voit cet exemple de collaboration. Qu'est-ce qui ne fonctionne pas justement? Comment est-ce qu'on n'arrive pas à s'entendre sur comment collaborer très rapidement pour sécuriser nos différentes populations de part et d'autre? C'est quoi le problème? Bon, pour moi, le problème, c'est au niveau du Niger qui estime que le Mali ne fait pas beaucoup d'efforts. Et j'ai l'impression que nos autorités aussi ne font pas trop de lobbying pour faire comprendre, reconnaître aujourd'hui la déliquescence de notre armée, reconnaître que notre armée n'a pas les moyens. Je pense que cette humilité aussi manque à nos autorités. Tous les jours, c'est des discours politiques. Tous les jours, on dit aux Maliens que l'armée est en train d'être remise sur les pieds. Or aujourd'hui, il faut aller sincèrement reconnaître que notre armée est faible, elle a besoin d'être reconstruite pour que les autres pays viennent collaborer. Peut-être pour moi c'est ce manque de reconnaissance qui fait que le Niger n'est pas en train de vouloir donner trop la main. Puis on a constaté que aussi les forces étrangères qui sont au Mali sont les plus exposées aux attaques. C'est vrai que les soldats maliens meurent, mais c'est la mission des Nations Unies qui a connu qui paye également. Voilà, donc on a l'impression que c'est les étrangers qui sont en première ligne et que les soldats maliens veulent pas être. C'est cette impression qu'on a, même si ce n'est pas la réalité. Peut-être c'est la raison pour laquelle le Niger ne voudrait pas peut-être s'engager dans une collaboration commune. Mais sinon, la solution, c'est ça. Il faut aller vers une armée africaine. Vous avez parlé du G7. Ils nous ont dit qu'il y a une force en attente. Pourquoi ne pas activer cette force en attente de lutte contre le terrorisme dans le Sahel? Et justement, monsieur El Hadj Hamidou Touré de malimedia.com, est-ce que justement ces problèmes parfois juridiques et de législation ne sont pas très lourds justement à mettre en place pour imposer une collaboration à nos pays d'une part? Et est-ce que on n'a pas tout intérêt justement à sauter ces rouages-là pour rapidement aller dans l'action? Et il faut aller dans l'action. Je le pense, je vais directement au but. Il faut aller dans l'action. Mais vous savez, la lutte contre le terrorisme n'est pas une lutte armée. Moi, je pense plutôt qu'il faut guérir le mal à la source. Il faut aller du fait que ceux qui sont aujourd'hui pouvoir au groupe terroriste, ceux qui sont les plus acquis à aller vers les groupes terroristes, ce sont des gens qui sont un peu défavorisés et démunis socialement. Et aussi, il faut savoir que cette bande sahélo-sahélienne est une bande où les gens partagent la même culture. Et c'est ce qui fait qu'il y a la fluidité et le flux migratoire entre ces pays où les gens vont et viennent comme ils veulent et comme ils peuvent. J'ai vu à partir de Gao, Hausa Fulani, des gens qui à bicyclette vont jusqu'au Nigeria acheter des pièces de mobilette, des pièces de vélo, et ils reviennent par le même trajet. Et ces gens peuvent tout transporter. Et là où justement, ils passent, c'est la même langue qui se passe. Je pense que la lutte contre le terrorisme est une lutte sociale. Il faut aller vers le social. Il faut aller vers la société. Il faut aller vers les populations. Il faut les sensibiliser. Il faut demander à ce que les populations s'impliquent. Il ne faut pas qu'on pense que c'est deux armées qui sont dressées l'un contre l'autre. Non. Lorsque tu ne connais pas ton ennemi, lorsque tu ne sais pas à qui tu as affaire, tu as besoin de savoir qui est celui à qui tu as affaire et comment est-ce qu'il agit, avec qui il agit.
Voilà des questions qu'il faut se poser, auxquelles il faut trouver des solutions. Et je pense que par rapport à la coopération entre ces pays, les dés sont jetés. Je pense qu'ils se voient chaque fois, ils discutent, ils échangent. Et chaque jour que je fais, ils vont vers de nouvelles choses. Mais je vous rejoins quelque part. Je pense évidemment que les législatures, les problèmes de réglementation, tout ça, c'est vraiment lourd. Mais il faut aller aussi vers les populations, il faut aller vers la société. Merci. On va à présent parler de l'accord d'Alger justement avec la mise en place des autorités intérimaires. Le gouvernement et les groupes armés signataires de l'accord d'Alger s'engagent à rendre la mise en place des autorités intérimaires effectives avant le 15 novembre. Les mouvements dissidents de la CMA refusent cet accord toutefois. En fin de semaine, les groupes qui ont rompu avec la CMA ont une nouvelle fois refusé la composition de ces autorités intérimaires dans le nord du pays. Alors dites-moi, Bouakar Yalkouye, est-ce que d'ici le 15 novembre, on peut dire que le pari est gagné, que les autorités intérimaires vont être en place d'ici là? Bon, ça va quand même être un peu difficile puisque nous pensons que c'est aussi, ces autorités intérimaires, on peut considérer ça comme un partage du gâteau. Et c'est ce qui fait d'ailleurs même qu'entre ces groupes armés, à chaque fois nous voyons qu'il y a certains démissionnaires. Ils démissionnent et puis également ils créent quand même des nouveaux groupes puisqu'ils sont mécontents de l'autre côté par rapport à vraiment à ce qu'on leur a proposé. Voilà. Ouais, effectivement, c'est un peu ça. Bon, maintenant, ça va être un peu difficile puisque chacun vit son intérêt. Et ce qui fait que ce qui rend de plus en plus complexe la situation. Mais l'État n'a pas le choix. L'État est obligé finalement de prendre des mesures quand même adéquate par rapport à ça et être strict par rapport à sa vision des choses concernant la mise en place de ces autorités intérimaires. Maintenant, ce qui vraiment aujourd'hui c'est mécontent par rapport à la stratégie, c'est à l'État de voir et leur dire vraiment ces 4 vérités. Bon, voilà comment les choses vont se passer. Si ils s'inscrivent dans cette dynamique, c'est bon. Dans le cas échéant, on est obligé de partir puisqu'on ne pourra quand même pas continuer à rester dans cette situation d'incertitude. Du moment où déjà on voit que l'État a sur son dos certaines parties des régions du Nord qui déjà refusent de prime abord ces autorités intérimaires puisqu'ils pensent que ceux qui viendront pour les gouverner vraiment, c'est des gens déjà qui sont considérés entre guillemets comme des malpropres, comme des gens en réalité qui n'ont aucune moralité compte tenu de tout ce qui s'est passé lors des événements de 2012. Et moi je pense que l'État aujourd'hui vraiment il doit quand même prendre ses responsabilités par rapport à ça et aller rapidement vers la mise en place de ces autorités intérimaires pour que la stabilité puisse quand même revenir au nord. Merci. Abdoulaye Guindo, de procès verbal, quel est justement le pouvoir réel de ces groupes dissidents d'une part et d'autre part, quelle est la place de ces nouveaux groupes? On a vu le CJA, on a vu le MSA, on en a vu d'autres qui se créent encore tous les jours. Quel est le pouvoir et la place de ces groupes? Au fait, bien avant l'intervention Serval, les groupes armés existaient au nord. Lorsque la France a lancé l'opération Serval, elle a demandé à ce que l'État négocie avec des groupes dits fréquentables. Donc pour avoir plus de poids, ils se sont mis ensemble pour former la CEMA. Donc entre eux, ils savent... Donc en fait, il n'y a pas ces affinités-là entre ces groupes-là, voilà, c'est ce que vous dites. Voilà, ils savent qui est militairement présent, qui est puissant en nombre. Donc lorsque certains groupes sont priorisés dans une affaire, les autres, comme il a dit, c'est le partage du gâteau. Ils ont négocié ensemble, ils ont eu le gâteau. Donc si le gâteau n'est pas bien partagé, il y aura effectivement des mécontents. Moi je pense que là où l'État a un peu failli, c'est lorsque les groupes armés ont protesté la première liste proposée. En fait, on va dire que les groupes armés n'ont pas contesté puisque la plateforme, quant à elle, a été satisfaite de ces listes et la plateforme a eu une représentativité complète de toutes ses composantes. Oui, au fait, mais la plateforme avait posé une réserve. C'est-à-dire que, comme Yalko l'a dit, la mise en place des autorités intérimaires était l'une des dernières étapes du processus. Mais il fallait aller rapidement pour que... Il fallait d'abord démobiliser, désarmer avant... comme on appelle la mise en place des autorités intérimaires. Mais je ne sais pas pourquoi l'État a précipité en mettant en place les autorités. Maintenant, les groupes dissidents, aujourd'hui, ils refusent de ne pas s'inscrire dans le désarmement, de ne pas s'inscrire dans la démobilisation. Maintenant, de ne même pas recevoir... Voilà, comme Yalko a dit, est-ce qu'aujourd'hui, notre État a les moyens
d'installer ces autorités et contenir ces groupes dissidents? C'est ça la grande question. Est-ce qu'on a les moyens aujourd'hui militaires, politiques, diplomatiques pour pouvoir installer ces autorités et gérer pacifiquement ou contenir les dissidents? C'est là toute la problématique. D'ici le 15, c'est un pari gagné. Est-ce qu'on peut justement installer ces autorités intérimaires comme ils l'ont dit, d'ici le 15? C'est une décision politique. Ils ont pris les décrets, ils vont les installer, mais ça va aller avec les conséquences. Il va falloir pouvoir contenir les dissidents. Maintenant, est-ce qu'on a les moyens? Militairement, est-ce qu'on est présent sur le terrain pour pouvoir les contenir? Parce qu'ils vont manifester, soit en menant des attaques ou en refusant de désarmer. Est-ce qu'aujourd'hui, si la MINUSMA, Barkhane ne soutient pas l'armée malienne, est-ce qu'on aura les moyens d'aller les désarmer, les cantonner, s'ils ne sont pas pris en compte dans dans l'installation des autorités? C'est la problématique. Merci. Maintenant, c'est seul l'État peut répondre à ça. Merci beaucoup. Quelques secondes de pause, nous reviendrons pour la suite de cette émission. Une réaction, un avis, un commentaire. Réagissez sur la page Facebook de Studio Tamani et restez connectés avec nous. Studio Tamani sur les réseaux sociaux pour vous faire entendre. Merci de rester connecté au Studio Tamani. Vous suivez donc le forum de la presse. El Hadj Hamidou Touré de malimedia.com. Encore une fois de plus, est-ce que ce n'est pas de nature justement à mettre un grain de sable dans l'organisation des élections? On a vu qu'il y a quand même sur 703 communes, 688 communes qui vont voter, mais il reste une quinzaine de communes. Mais parfois, certaines de ces régions où il y a ces problèmes-là, notamment Tombouctou par exemple, où on est censé avoir ces élections le 20 là. Est-ce que ce serait possible si on a toujours cette partie-là justement dissidente? Bon, à ma connaissance des nouvelles que j'ai eues très fraîchement, il y aurait été question de négociation pour trouver des personnes consensuelles afin que le scrutin puisse se tenir à la date indiquée. Des personnes consensuelles. Des personnes consensuelles, c'est-à-dire des personnes qui font l'unanimité des groupes, de tous les groupes ou bien de tout le monde, pour qu'on puisse mettre sur place les autorités intérimaires et aller vers les communales. Mais n'est-ce pas de nature justement à même ralentir l'application de l'accord de paix? Bon, l'accord de paix, je pense que j'ai écouté une déclaration du comité de suivi ou je ne sais pas de quelle organisation qui disait que on va sauter certaines étapes, comme Guindo l'a si bien dit tout à l'heure. On a sauté les étapes de désarmement et de mobilisation pour aller à la mise en place des autorités intérimaires. Je pense que par rapport à l'accord est un boulevard pour le Mali. L'accord est une chance pour le Mali. Et je pense que nous devons nous inscrire dans la mise en œuvre de cet accord pour que le Mali retrouve la paix. C'est pas du tout lourd, c'est pas sorcier. Même la mise en place des autorités intérimaires, c'est pour que ces autorités puissent. Quand on a de nouveaux groupes qui se créent tous les jours. Les nouveaux groupes qui se créent tous les jours, on en voit tous les jours. C'est comme les partis politiques fleurissent à Bamako. Je vois à chaque fois que quelqu'un est mécontent, il réunit sa famille, ses amis. Est-ce que c'est la même chose? Non, la différence est que nous connaissons mal ces gens. Nous les connaissons mal et ceux qui sont en train de faire le trait d'union. Ce sont des Maliens, ce sont des gens avec lesquels on a vécu tout le temps depuis des milliers d'années. Des Maliens, mais des Maliens à double visage. Ils ne sont pas comme le Malien vous m'excusez du terme, c'est un terme que je veux bannir du langage. Ils ne sont pas comme les Maliens du Sud. Imaginez-vous que chacun de ces je ne veux pas utiliser de ces gens-là. Chacune de ces personnes a une double nationalité. Algéro-malienne, nigério-malienne, malienne. Aussi au sud. Oui, c'est ce qui rend l'affaire encore plus complexe. Dans la région de Sikasso, on a beaucoup de personnes qui ont la double nationalité, ivoirienne et malienne, par exemple. Non. Même s'ils l'ont, c'est des gens quand même qui, quand ils donnent la gorge, ils donnent la gorge. Que tu leur tranches la gorge ou bien que tu mettes une corde dans la gorge. Mais ce que je déplore quand même, c'est un peu la faiblesse de l'État par rapport aux décisions prises, par rapport au décret pris. Il faut vraiment que lorsqu'un décret est pris, que ça soit mis en œuvre et que vraiment, en tant que Malien, qu'ils subissent. Un point, un trait. D'accord. Merci. On va donc passer au dernier thème de cette émission. Lundi 7 novembre a démarré la 22e rencontre sur les changements climatiques à Marrakech.
Les pays africains comme le Mali souhaitent que leur réalité, leurs priorités du continent soient prises en compte lors de cette rencontre. Notre envoyé spécial Mohamedou Touré a recueilli les propos de Modibo Sako, qui est le point focal du Mali, de l'Agence pour l'environnement et le développement durable. On va l'écouter. Nous sommes ici à Marrakech, c'est aussi apporter notre solidarité à la communauté internationale dans le cadre de la lutte contre les changements climatiques. Les enjeux de cette COP pour le Mali, c'est la mobilisation des ressources afin que nous puissions mettre en œuvre la politique que nous avons définie dans notre CDN. Et c'est aussi comment disposer des ressources afin d'élaborer notre plan national d'adaptation au changement climatique. Mais c'est aussi lancer un appel parce que l'accord est certes rentré en vigueur, mais tous les pays ne l'ont pas encore ratifié. Et alors nous voulons une ratification universelle. Merci. Boubacar Yelkouye, dites-moi, qu'est-ce que cette COP22, justement, la COP de l'Afrique, comme on l'appelle, va changer pour l'Afrique, va changer pour le Mali? Oui, pour le Mali, je pense qu'il y a lieu quand même de prendre des mesures nécessaires par rapport au réchauffement climatique. D'ailleurs, qui, même si on sait que l'Afrique est quand même... quand on essaie de faire le classement, on voit que le continent africain est le moins quand même pollueur, mais qui en termes de conséquences est le plus frappé également quand on essaie de voir. Aujourd'hui, nous pensons que, je pense vraiment que l'Afrique a quand même intérêt à mettre un peu la pression sur la communauté internationale des grandes puissances pour qu'on puisse quand même aller dans la réglementation quand même de ce problème-là. Parce que quand on essaie même de voir, on va voir peut-être au niveau des grandes puissances déjà les États-Unis avec ce Donald Trump qui est arrivé dans sa politique, on voit qu'il est tout à fait contre vraiment cette histoire de changement climatique. Il n'est pas du tout d'accord avec. Et d'ailleurs, il pense même que c'est une façon quand même de les menacer, d'ailleurs, en termes d'emploi et en termes de commerce. Mais nous, parce qu'en réalité, chez eux, là-bas, ils gagnent là-dedans. Ils gagnent plus les plus gros pollueurs quand même du monde. Mais nous, aujourd'hui, nous sommes les victimes et vraiment, il est quand même il est urgent que l'Afrique quand même tape du poing sur la table afin quand même de trouver un consensus avec les grandes puissances pour aller vers la réduction quand même du réchauffement climatique. Merci. Abdoulaye Guindo de Procès Verbal. On a vu que Trump a créé quelques frayeurs justement en parlant de quand il a gagné aux élections lors de la COP 22. Trump a remis en cause quand même, oui, s'apprête à remettre en cause quand même les accords de la COP 21 à Paris. Effectivement, avant même qu'il le mette en cause, même Obama qui a eu à mener cette discussion n'était pas trop chaud à se plier à l'accord. Vous savez, comme Yalkou il avait un peu commencé, il faut que nous-mêmes, pays africains, prenons des initiatives, comptons sur nos propres moyens. Ces pays occidentaux, ces puissances occidentales, sont aujourd'hui des puissances parce qu'ils utilisent beaucoup l'industrie lourde et ils dégagent beaucoup de gaz à effet de serre. Justement, Yalkou, il l'a dit tout à l'heure, ce sont les plus gros pollueurs. Voilà, et ils ne sont pas prêts à réduire leur production, même s'ils ont souvent le souci des générations futures. Maintenant, je me demande, est-ce que à Marrakech, les pays africains ont les moyens de faire plier les puissances occidentales? Avant qu'ils n'arrivent à les faire plier, comme le temps presse, on doit chacun avoir des initiatives locales, c'est-à-dire dire aux populations, lorsque vous abattez un arbre, vous devez en planter deux. Peut-être les deux que vous plantez, un va mourir, l'autre va survivre. Mais déjà, quand on voit que la politique des plus gros pollueurs depuis la COP21 de Paris n'a pas vraiment évolué, ils continuent à polluer plus. Et qu'est-ce qui a changé depuis la COP21? Rien n'a changé, parce que même par rapport à la ratification, il y avait un calendrier de ratification. Et que tout le monde n'a pas ratifié. Voilà, jusqu'à présent, pourtant, c'est des engagements fermes qui avaient été pris à Copenhague pour dire on ratifie tous avant cette date. Mais les gens n'ont pas ratifié. Et Donald Trump, en tant que première puissance économique, va peut-être mettre en cause ces accords. Donc ça veut dire qu'on n'est pas encore sorti de l'auberge. Pour anticiper, nous, pays africains, on ne doit pas toujours tendre la main. On doit peut-être inventer des initiatives pour pouvoir atténuer un peu les conséquences du changement climatique. Et lorsque... Est-ce que la population comprend justement ces enjeux environnementaux? En fait, c'est ça, il faut aller vers ça. Il faut montrer aux populations qu'il y a 20 ans,
c'était pas comme ça. Il y a certains, nous, comment on comprend que quand on avait 10 ans, à tel mois de l'année, il ne pleuvait pas, mais maintenant il pleut jusqu'en novembre. On doit expliquer aux gens que c'est ça les effets du changement climatique et que les gens changent de comportement. Et comment changer de comportement, sensibiliser ça, on peut le faire avec nos maigres moyens. Si on veut tendre toujours la main... Justement, qu'est-ce que le Mali justement a gagné aujourd'hui? Le Mali a beaucoup à gagner. Vous voyez aujourd'hui l'avancée du désert. Si on ne fait rien pour contrer le désert, dans 10, 20, 30, 50 ans, qu'est-ce qu'on va laisser aux générations futures? L'initiative de la muraille verte, par exemple, est une très belle initiative qui constitue à créer un mur pour bloquer le désert. Ça, c'est des initiatives qui peuvent être soutenues, réfléchies, pour qu'on puisse atteindre en attendant que les pays occidentaux rentrent, prennent la marche. Parce qu'ils seront obligés tôt ou tard à le faire. Quand ils vont comprendre que la génération future est menacée, ils vont peut-être accepter de réduire, mais ils ne sont pas prêts ces 10 années à venir à le faire. Donc nous, pays africains, on doit avoir des initiatives, surtout qu'on n'aura pas les moyens à Marrakech de mettre la pression sur la France, la Chine, les États-Unis. On n'a pas ces moyens. Ils vont l'accepter quand ils voudront. La preuve, on a pris des engagements fermes pour ratifier l'accord. Et à ce jour, beaucoup de pays n'ont pas ratifié. Donc, que devient alors leur engagement? Merci. El Hadj Hamidou Touré de Malimedia.com, est-ce qu'il faut s'inquiéter justement des propos de Donald Trump? Bon, moi, ça ne m'inquiète pas parce que je vois la chose comme Donald Trump. Je vois que ce sommet sur l'environnement, c'est un sommet, je ne sais pas, théâtral. J'ai vu la cérémonie d'ouverture, brandir des lampions. Je sais pas. Qu'est-ce que le cultivateur de Salankorba comprendra en ça? Qu'est-ce que nous autres... J'ai fait un petit reportage, je me suis promené pour demander est-ce que les gens savent ce que c'est que la COP, le sommet sur l'environnement. Mais ils ne savent pas. Ils ne savent même pas que ça doit se tenir à Marrakech. Et on ramasse quelques personnalités, quelques personnes de la société civile pour les amener avec eux. Et qu'est-ce que ceux-ci viendront dire à qui? Des gens, ceux qui n'ont pas été mandatés par la société civile. Ils s'envoient, ils dorment dans des hôtels. Ils reviennent à Bamako, ils se pavanent dans leur véhicule et ils se foutent éperdument du pauvre chasseur ou bien du pauvre, pêcheur ou du pauvre cultivateur qui est dans son village. Et qui est face à ce changement climatique, qui voit chaque jour son environnement se détériorer. Moi, je dirais que construisons tout ce que nous avons à faire sur nos propres moyens. Nous avons notre solaire. Profitons de ça et faisons de la sensibilisation de proximité. Montrons aux gens que abattre un arbre est un danger. Montrons aux gens que détériorer l'environnement est un danger pour les générations futures. Et nous parviendrons. Je suis entièrement d'accord avec le Dogon, mais pour la première fois, vraiment, allons sur la base de nos maigres moyens et essayons de faire de la sensibilisation de proximité. Et je suis sûr et certain que nous allons pouvoir mener cette lutte-là à bon jeu. Merci Bouakar Yalkouye. Un tout dernier mot. Au Mali, on sait que ce qu'on a à profusion, c'est le soleil. Et alors, comprenez-vous qu'il n'y a toujours pas une prolifération de l'énergie solaire partout dans le pays et qu'on ait une option très, très justement chère pour créer l'électricité? Oui, il faut quand même il faut aller vers ça aujourd'hui. Mais c'est quand même une initiative également qui demande aussi beaucoup de sensibilisation. Et nous voyons également que le fait que la population aujourd'hui, elle ne s'intéresse pas, elle s'intéresse à ça, mais elle tient aussi compte du coût. Elle tient aussi puisque l'énergie solaire, quand il y a lui, on te donne quand même le coût de tout ce qui est le nécessaire par rapport à ça, c'est un peu difficile. Alors très rapidement, qu'est-ce que le Mali justement peut attendre de cette COP22? Bon, comme les deux confrères l'ont si bien dit, en tout cas, on a vu déjà que il y a la première responsabilité qui est revenue au Mali, le fait d'aller quand même défendre la cause de l'Afrique avec M. Nafo, qui est là-bas en tant que le premier responsable des pays africains. Et aujourd'hui, il faut quand même qu'on essaye de voir comment on peut faire en sorte quand même que, comment on appelle ça, par rapport à l'avancée du désert,
on puisse quand même trouver des mesures nécessaires, des mesures idoines quand même pour pouvoir quand même indiquer cela. Et Guindo l'a si bien dit avec la muraille verte, comme il l'a si bien dit, on peut aller vers ça, la sensibilisation des populations également. Merci beaucoup. Ceci met donc fin à notre émission, à notre forum de la presse du jour. Ils ont été avec nous sur ce plateau, Boubacar Kouye du journal Le Pays, Abdoulaye Guindo de Procès Verbal, El Hadj Hamidou Touré de malimedia.com. Vous pouvez retrouver cette émission sur notre site www.studiotamani.com. Elle a été réalisée par Haran Diallo, mise en onde par Salim Djouara et Nuhundire était à la régie vidéo. Je suis Ousmane Diadé Touré. À bientôt. Le grand dialogue. Le grand dialogue de l'émission de débat du Studio Tamani sur votre radio.